cette conférence, comme ça vous pourrez la retrouver sur YouTube. En attendant que les retardataires se connectent, je vais vous présenter très rapidement Adatech School. Donc Adatech School, c'est la première école d'informatique féministe qui est ouverte à toutes et à tous. Il y a deux spécificités dans cette école. La première, c'est qu'on est une école à la pédagogie alternative. Du coup, chez Adatech School, vous n'aurez pas de professeurs, vous n'aurez pas de cours, mais vous aurez des encadrants et vous aurez des projets. Et du coup, vous apprendrez sous forme de projets de groupe, vous apprendrez en pratiquant et en faisant. Donc ça, c'est la première spécificité. On s'inspire de la méthode Montessori et de la méthode Agile. Et le deuxième pilier qui est assez différenciant par rapport aux autres écoles, c'est qu'on est une école féministe avec des valeurs qui s'appuient sur des valeurs de promouvoir la diversité et l'inclusion. Et donc, c'est une de nos missions qui est très importante pour nous, de promouvoir la diversité dans la tech, puisqu'il y a seulement 10% de femmes qui sont développeuses. Donc nous, on espère arriver à la parité et on met tout en place pour arriver à cela. Et notamment grâce à notre communication où on casse les stéréotypes qui existent dans la tech pour mettre en avant l'informatique pour les femmes. Ça se traduit par des nouvelles formes de communication, montrer que le code, c'est un langage, montrer que le code, c'est créatif. Et donc, grâce à ça, on arrive à avoir 70% de femmes dans notre école. Je vous enverrai un lien vers notre live de présentation qui a lieu tous les jeudis à 18h30 si jamais vous voulez en savoir plus. Du coup, sur cette conférence qui nous concerne aujourd'hui, tout d'abord, on n'est pas non plus très nombreux ce soir, ce qui est un avantage. Ça fait qu'on va pouvoir rendre cette conférence la plus interactive possible. Surtout, n'hésitez pas à interagir via le chat ou même, comme on n'est pas nombreux, si jamais vous voulez prendre la parole, vous pouvez du coup nous poser des questions par oral. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. L'événement est filmé, donc vous pourrez le retrouver ensuite sur YouTube et on fera aussi un article de blog qui résumera tout ce qu'on s'est dit et vous recevrez un mail avec toutes les ressources qui vous auront été présentées. Donc cet événement, on l'organise en partenariat avec Premier Cap. Lionel et Baudouin sont là ce soir pour nous présenter leur entreprise et surtout répondre aux questions que vous pouvez avoir. Pourquoi on a choisi d'organiser cet événement ensemble? C'est parce que dans notre école, on a tout type de profil, donc des élèves soit en post-bac, soit en réorientation, soit en reconversion. Souvent, pour ceux qui viennent après une première expérience, donc qui ont déjà été dans une école ou même qui ont déjà travaillé, ils mettent en avant qu'ils regrettent de ne pas avoir pris le temps de se poser les bonnes questions au cours de leur orientation. Le but de l'événement de ce soir, c'est que vous ne fassiez pas cette erreur. Lionel et Baudouin sont là pour ça. On va lister ensemble les bonnes questions à se poser sur l'orientation, savoir ce qui permet de prendre la bonne décision. On aura tous les conseils et les avis de Lionel et Baudouin sur l'orientation. Du coup, je vais passer la parole à nos deux intervenantes ce soir. Merci beaucoup Lionel et Baudouin d'avoir accepté de faire cette conférence avec nous. Je vais commencer en vous demandant chacun déjà de vous présenter en nous disant qui vous êtes, pourquoi vous avez fondé Premier Cap et pourquoi ces sujets sont importants pour vous. Alors, bonjour à tous, merci déjà de nous accueillir. On est ravis avec Lionel de participer aussi à cette réunion avec vous. Donc, je me présente en deux mots. Donc, c'est Baudouin, je suis le cofondateur et président de Premier Cap. Et en effet, j'ai décidé de me lancer un peu dans cette aventure entrepreneuriale il y a maintenant quasiment 2 ans. Je suis moi-même issu d'une famille où l'orientation scolaire, c'est un sujet très, très présent parce que ma mère est conseillère d'orientation et coach professionnel. Mon frère a monté une boîte dans le milieu du bilan de compétences. Donc, lui, il accompagne plutôt des adultes de plus de 25 ans qui souhaitent se reconvertir.
professionnellement. Et moi, je me suis dit, bah, dans ce cas-là, je vais m'attaquer à une autre population qui a aussi bien besoin d'aide, qui est du coup les 15-25 ans et qui ont justement beaucoup de difficultés et c'est normal d'ailleurs, de répondre à cette fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et lorsqu'on est en première ou en terminale ou quand on démarre ses études, naturellement, c'est compliqué. Donc du coup, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour tous ces jeunes-là qui ont connu aussi les mêmes problèmes que moi. J'ai eu moi-même des problèmes d'orientation. Donc voilà, j'ai décidé de cofonder Premier Cap avec Lionel, que je laisse du coup se présenter à son tour. Bonsoir à tous, Lionel. Donc, écoutez, je suis extrêmement content aussi d'être avec vous ce soir et je remercie à nouveau Adaptec School pour son invitation. Moi, de mon côté, un profil, voilà, je suis un peu plus âgé que Baudouin, donc j'ai eu l'occasion, voilà, de rouler un peu plus ma bosse, de travailler pour des grands groupes en France, à l'étranger, de créer aussi plusieurs entreprises et donc d'avoir touché un petit peu à tout, mais toujours avec un attrait, un intérêt vraiment particulier pour le monde de l'éducation en général, parce que ça a toujours été un secteur qui me passionne, et là plus particulièrement le secteur de l'orientation scolaire, puisque c'est vrai que là je pense qu'on touche vraiment à la racine même, à la base même de tout son avenir, on va dire. C'est à ce moment-là qu'on va bâtir, on va dire, son futur et notamment son futur professionnel, qui est quand même une grosse part de notre vie. Et moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai eu voilà, une filière peut-être pas vraiment choisie, qui est restée relativement généraliste, et pour laquelle voilà, je ne me suis pas trop posé de questions. Et je ne vais pas dire une orientation imposée et non choisie, mais pour laquelle voilà, je n'avais pas mené toute la réflexion que maintenant, on va dire, j'aimerais bien que l'ensemble des jeunes qui vont pouvoir travailler, avancer avec nous sur l'orientation, vont pouvoir se permettre de faire pour voilà, avoir une vie épanouie et complètement aussi en adéquation, en tout cas, avec les besoins du marché du travail, les besoins des entreprises, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, hein. Il y a une offre et il y a une demande qui se fait face, et voilà, on va dire, tout l'intérêt et l'engagement que j'ai vis-à-vis de Premier Cap, c'est voilà, au-delà de fonder ou de proposer un service nouveau et qui soit vraiment optimisé pour nos jeunes, c'est surtout voilà, d'avoir cette démarche engagée pour ces générations futures. Super, merci à tous les deux pour cette présentation. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi, selon vous, c'est important de se poser les bonnes questions au moment de l'orientation? Alors, en fait, malheureusement, aujourd'hui, on a un peu cette mauvaise habitude de penser que on est en terminale ou on est en première, par exemple, et bon, bah voilà, j'aime bien les maths, donc du coup, ça me paraît normal, j'ai un profil scientifique, donc je vais me lancer dans des dans des études scientifiques. Voilà, je caricature beaucoup, mais c'est un peu, et malheureusement, ce raisonnement-là que beaucoup de jeunes et beaucoup de parents ont en se disant, bon, bah voilà, je vais simplement faire un peu le bilan des matières scolaires dans lesquelles je suis bon, et puis je vais essayer d'en déduire un projet professionnel à partir de là. Nous, ce qu'on essaie d'expliquer chez Premier Cap, et ce qu'on essaie de promouvoir au maximum, c'est un outil qui s'appelle le bilan d'orientation scolaire. Et on essaie d'expliquer que c'est 1000 fois plus complexe que ça. En fait, une orientation scolaire, ça se construit petit à petit, et c'est très très difficile de travailler dans l'urgence parce que par exemple, encore j'ai l'exemple de cette année, il y a énormément de parents, énormément de jeunes qui sont venus nous contacter début mars en nous disant oulala, il y a Parcoursup à remplir, c'est dans 2 semaines, vite vite vite, il faut que je trouve une orientation, est-ce que vous pouvez nous aider? Et pour nous, c'est un enfer, très sincèrement, c'est un enfer de pouvoir aider des jeunes efficacement en seulement 2 semaines, parce qu'en fait, on ne choisit pas une orientation en 2 semaines avec simplement un petit coup de bâton de magique. Non, justement, et c'est là où je réponds directement à ta question, il faut se poser les bonnes questions, prendre le temps de faire un point, de faire un bilan sur, voilà, qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont les matières scolaires dans lesquelles je suis bon, et surtout j'aime faire, parce que aussi on peut très bien aimer une matière mais ne pas l'aimer, enfin, pardon, aimer une matière mais ne pas avoir de bons résultats scolaires, et à l'inverse, on peut avoir de très bonnes notes dans une matière mais pas spécialement aimer cette matière-là. Mais il faut surtout pas s'arrêter uniquement aux matières scolaires. Quel est mon contexte scolaire, extrascolaire, mon contexte familial, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer au quotidien? Et voilà, c'est toutes ces questions-là
qu'on essaye de poser. Et justement, on est là simplement pour éveiller un petit peu la curiosité, éveiller oui, stimuler un petit peu le cerveau de tous ces jeunes en leur disant, voilà, essayez de vous poser toutes ces bonnes questions qui peuvent vous aider et vous accompagner vers un projet scolaire qui vous ressemble. C'est surtout ça, un projet d'orientation scolaire et d'études qui correspond à vos ambitions, vos motivations, vos désirs, votre niveau scolaire bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer non plus des jeunes dans le mur en leur disant qu'ils sont capables d'atteindre des sommets alors que voilà, ils ont des capacités scolaires qui sont peut-être restreintes. Donc on est aussi, il faut rester aussi stable et proportionné par rapport à ce qui est possible ou non de faire. Mais voilà, nous, ce qu'on essaie vraiment de promouvoir chez Premier Cap, c'est ce fameux outil qui s'appelle le bilan d'orientation scolaire, qui est encore trop méconnu, et surtout expliquer aux jeunes et à leurs parents qu'un projet professionnel, ça se construit sur le long terme et que même dans l'idéal, ce genre de questions, si on pouvait se les poser dès la première, voire même la seconde, c'est encore mieux parce que ça permet de peut-être même aussi de changer d'avis en cours de route. Après, ça ne sert à rien non plus de commencer trop tôt. C'est pareil, je tiens aussi beaucoup ce discours. Ça sert on a énormément de parents qui nous contactent parce que leurs enfants sont la 4e, la 3e, sont très inquiets pour l'avenir de leur enfant. A priori, s'il n'y a pas de changement scolaire imminent, s'il n'y a pas de grande décision. Alors, ce que j'appelle une grande décision à prendre, c'est par exemple, est-ce que le jeune hésite à quitter le cursus scolaire général pour se professionnaliser? Bon, là, d'accord, ok, il y a un intérêt à faire un bilan d'orientation scolaire et à se faire accompagner par un professionnel. Mais en dehors de ce cas de figure qui reste quand même relativement minoritaire, ce n'est pas la peine de déjà paniquer et s'inquiéter pour son enfant s'il ne sait pas ce qu'il veut faire à 13-14 ans. C'est parfaitement normal. 99,99% des jeunes à 13 ans n'ont aucune certitude sur leur orientation professionnelle. Et d'ailleurs, Dieu merci, c'est tout à fait normal. Il faut les laisser aussi grandir et s'épanouir et prendre le temps de découvrir ce qu'ils aiment justement et ce qu'ils n'aiment pas. Okay. Je ne sais pas si Lionel, tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là, non? Ok, ça marche. Voilà. Super, merci pour ta réponse. Du coup, en termes de timing, je comprends que c'est important de commencer à se poser la question dès la seconde, bien creuser en première, ne pas s'y prendre trop tard en terminale parce que du coup, on prend les décisions de manière hâtive. Sinon, en termes de temps, combien de temps consacrer à son orientation? Donc, je sais que c'est difficile à évaluer tel quel. Mais voilà, quel conseil tu donnes? Est-ce qu'il faut se prévoir une grosse session, y revenir régulièrement? Qu'est-ce que tu conseilles en termes de timing? Alors, en termes de timing, alors en effet, comme tu l'as dit, ça dépend beaucoup des profils, forcément. Déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que il n'y a pas de bon âge, par exemple, pour commencer, ce que je disais tout à l'heure. Bon, il ne faut pas s'y prendre beaucoup trop tôt ni trop tard, mais déjà, on considère qu'un bilan d'orientation scolaire va être efficace en fonction du projet professionnel. C'est-à-dire qu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on est face à un jeune de 15 ans, ce qui peut paraître jeune comme ça, qui nous dit qu'il hésite à quitter le cursus général pour justement faire un CAP cuisine parce que voilà, c'est ce qui lui plaît et que c'est quelque chose d'intéressant, en effet, un bilan d'orientation scolaire pourrait venir confirmer ou infirmer ce projet-là. Ça, c'est super intéressant. Et au final, on ne tient pas tellement compte de l'âge, on tient compte du projet professionnel. Et étant donné que c'est quand même une décision assez radicale, je pense qu'il faut quand même prendre le temps de bien faire une analyse approfondie de sa personnalité. Donc, je pense que si on compte en termes d'heures de coaching, par exemple, je pense que 5 heures de coaching au minimum, ça pourrait déjà être très, très intéressant pour répondre à ce genre de choses. En revanche, si je prends le contre-pied, si je suis face à un terminal, un ou une terminale, bien entendu, et que dans sa tête, le projet professionnel est relativement clair, c'est-à-dire que je suis face à une jeune qui est sûre de vouloir faire du commerce, par exemple, mais qui a simplement besoin d'aide sur est-ce que je pars sur une école de commerce, est-ce que je pars sur une licence d'éco-gestion, est-ce que je fais un BUT-GEA, enfin voilà, quelle est la forme du diplôme et quelle va être la forme de mon cursus étudiant. Bon, là, ce n'est pas la peine non plus de sortir l'artillerie lourde, seulement 1 ou 2 heures de coaching et un petit peu de formation, un petit peu d'information, surtout sur la différence entre le diplôme A et le diplôme B, ça suffit largement. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a pas de bon timing, tout va dépendre de la complexité et du degré de maturité du projet professionnel du jeune. Ok. Il y a une question aussi. Je rajouterais peut-être un point, Claire.
C'est vrai que, comme le dit Baudouin, la réflexion sur le projet d'orientation proprement parler, oui, ça prend un certain temps, mais il ne faut pas le faire trop tôt. Moi, je dirais que ce qui prend du temps quand même, c'est de quand même lancer la réflexion et d'avoir une certaine, voilà, de laisser son projet d'orientation qui doit mûrir, parce que faire ça à la dernière minute, pour moi, ça sert strictement à rien. Beaucoup de parents et d'étudiants pensent que voilà, le choix de l'orientation, ça va se faire uniquement donc à la fin du lycée. Ils reportent sans cesse, on va dire, le sujet, alors que non, tu vois, on doit faire quand même un travail relativement introspectif, relativement tôt, pour pouvoir justement structurer, mettre en forme son projet, d'accord, même si au début, c'est juste une ébauche, on va dire, du projet. Mais il y a tellement d'informations à croiser, travailler aussi un petit peu sur soi-même. Donc voilà, se poser toutes ces bonnes questions dont on parlait en préambule, potentiellement se remettre en cause, ça demande un travail qui doit s'étaler dans le temps. Ok, super, merci pour l'ajout. J'ai une question sur les influences qui peuvent être exercées lors de l'orientation. Donc, par exemple, les personnes qui peuvent donner leurs avis, donc il y a à la fois les professeurs, les parents, les amis, même dans le cadre de vos programmes de coaching, ça peut être financé par les parents. Comment est-ce que vous évaluez ces influences? Comment les gérer? Est-ce que c'est un avantage? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Qu'est-ce que tu entends exactement par influence? Vous avez les différents acteurs qui gravitent autour de l'enfant, c'est ça, autour du jeu? Exactement, Donc, exactement, et qui peuvent ouais. donner leurs avis et donner leurs avis aussi assez concrets en termes d'orientation, aussi par les rôles modèles et les exemples qui existent autour. Donc, comment les gérer, toutes ces influences? Ouais. Je veux bien avoir un petit input là-dessus et Baudouin, je te laisserai poursuivre. Je pense que, en tout cas, impliquer les parents dans l'élaboration du parcours d'orientation de leur enfant, ça me semble essentiel. Je pense que c'est quand même quelque chose de très bien quand même de pouvoir associer donc enfin, les associer activement à la construction du projet de leur enfant parce que ça peut leur permettre de mettre en place un dialogue constructif, de partager, même si bon, ils vont pas avoir peut-être suivant les cas une très bonne écoute en dépit du fait que ils seront peut-être ils travailleront exactement dans le secteur d'activité qui est en tout cas intéressé par leur enfant pour lequel leur enfant a de l'intérêt. Le dialogue n'est pas toujours super simple avec les parents, mais bon, je pense que c'est toujours bon quand même de recevoir l'avis de ses proches quand on est un ado sur son projet personnel. Ça va quand même renforcer la confiance en soi, ça va permettre quand même de pouvoir valider, de pouvoir avancer un petit peu plus sur son projet. Après, c'est sûr que des fois, ça peut aussi permettre, quand on commence à en parler un petit peu plus tôt, justement parents et ados, de désamorcer aussi les éventuels conflits qu'il peut y avoir entre son projet et celui que vos parents pourraient envisager pour vous. Parce que malheureusement, ou je ne sais pas, mais ça existe encore en tout cas. Il y a encore des parents qui ont déjà des idées très très claires sur ce que feront leurs enfants plus tard. C'est quelque chose que moi je ne cautionne pas du tout en tout cas, mais parce que voilà, ils ont en tout cas certaines certitudes et ils peuvent être dans le vrai sur certains aspects. Et du coup, voilà, dans ce contexte, un intervenant externe, justement comme en parlait tout à l'heure Baudouin, d'un coach d'orientation, qui va avoir un peu un rôle de médiateur entre l'enfant et ses parents, ça va permettre justement d'avancer peut-être plus sereinement, en tout cas sur le projet. Ça, voilà en tout cas pour mon opinion et l'expérience qu'on a pu avoir sur l'implication des parents dans le projet d'orientation. Okay. Baudouin, si tu veux rajouter quelque chose. En effet, oui, je confirme tout ce que vient de dire Lionel, je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que naturellement, les parents sont très importants dans ce processus-là. Ce qui est encore mieux, c'est quand ils sont présents sans être omniprésents non plus, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir laisser à nos coachs d'orientation faire un travail, ce fameux travail de réflexion uniquement avec l'enfant et justement parfois inconsciemment, les parents peuvent aussi influencer la décision finale. Donc voilà, nous, on tient beaucoup cette philosophie et ce discours-là qui consiste à dire que tous les avis sont bons à prendre. Très sincèrement, je pense qu'il faut mettre de côté aucun avis, ni celui des parents, ni celui des frères et sœurs, ni celui du corps enseignant aussi, parce que naturellement, l'établissement et le corps enseignant a un avis extrêmement important et parfois même peuvent aussi bloquer une procédure d'orientation parce qu'ils estiment que le niveau n'est pas suffisant. Nous, ces informations-là, en tant que conseiller d'orientation, on ne les
les a pas. On ne connaît pas exactement le niveau très exact de chaque enfant. Donc, voilà. En revanche, celui qui a le dernier mot, et ce sera toujours le cas, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce sera toujours l'enfant, de toute manière. Et je tiens à dire une chose extrêmement simple à tout le monde, c'est que vous pouvez, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, forcer un jeune à aller dans une direction. Ça, c'est tout à fait possible en tant que parent. Mais dites-vous bien une chose, tôt ou tard, cet enfant, si il a été mal orienté ou s'il a été forcé d'aller dans une voie qu'il n'a pas choisie, il finira toujours par y revenir. Et d'ailleurs, on peut le voir encore aujourd'hui avec l'explosion des bilans de compétences. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le bilan de compétences, c'est un outil de reconversion professionnelle, si vous voulez. Quand on voit qu'il y a de plus en plus de trentenaires, c'est extrêmement jeune, 30 ans, hein, on vient seulement tout juste de finir ses études. Généralement, à 30 ans, on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle. Quand on voit le nombre de trentenaires qui décident de se reconvertir professionnellement, c'est que visiblement, il y a eu un problème à la source. Ces gens-là ont été soit forcés, soit mal orientés dès le départ. Donc, voilà, tout ça pour dire que tôt ou tard, il est un peu inutile de vouloir contraindre un jeune dans une voie plutôt qu'une autre, parce qu'il finira toujours, tôt ou tard, par revenir dans le droit chemin par lui-même s'il le faut. Donc, autant directement l'accompagner dans la meilleure voie possible. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une liste de questions types à se poser sur l'orientation au moment où on veut choisir? Alors, c'est une réponse un peu bateau, mais pour être franc, il n'y a pas vraiment de questions type. Il n'y a pas vraiment de questions magiques qui collent à tout le monde parce que justement, c'est un peu le même principe que la psychologie. Alors bien entendu, nous, en tant que coach d'orientation, on n'est pas tous psychologues, hein, donc on n'a pas la prétention de dire qu'on fait de la psychologie, mais c'est difficile de coller une même question à tous les profils. Je pense il faut s'adapter. En revanche, il y a quand même des grandes questions qui reviennent et qui sont quasiment communes à tous les jeunes. C'est voilà, quelles sont les matières scolaires que tu aimes, quelle est ta vie scolaire, extrascolaire, dans quel environnement est-ce que tu te sens, par exemple, est-ce que tu te vois travailler tous les jours dans un bureau ou au contraire, est-ce que tu as besoin d'avoir une activité manuelle, physique, etc., etc. Donc, il y a plein de questions à se poser. Après, justement, le but du jeu, c'est de se les poser, c'est-à-dire que on peut répondre par la négative à quasiment toutes les questions. Mais l'important, c'est au moins de se poser toutes ces questions-là, c'est de se dire, voilà, vraiment faire un peu le point, poser les choses à plat sur la table en se disant, bon, qu'est-ce que j'aime pas? Est-ce que je me vois faire comme ma mère? Non. Est-ce que je me vois faire comme mon père? Non plus. OK, alors du coup, quels sont un peu les secteurs d'activité qui existent? Et en fait, ce simple travail de curiosité qu'on n'a pas forcément à 16-17 ans. Et voilà, j'en ai 27, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais mes 17 ans, très sincèrement, moi, à 17 ans, je ne me suis pas posé toutes ces questions et je ne suis pas allé chercher, toutes ces informations, je ne suis pas allé faire le listing de tous les secteurs d'activité, de tous les métiers qui existaient pour ensuite fonctionner par élimination, etc., etc. Je n'ai pas fait tout ce travail-là et très sincèrement, je le regrette. Si on m'avait proposé de le faire, je l'aurais fait avec plaisir. Donc, c'est aussi ce travail-là qu'on propose chez Premier Cap dans notre façon de travailler, c'est de venir un petit peu ratisser large et présenter sous différentes manières les différents métiers, les différents secteurs d'activité aux jeunes. Et c'est lui-même qui décide, au fur et à mesure de l'accompagnement et du programme, de l'avancée du programme, d'éliminer des pistes jusqu'à ce qu'à la fin, il n'en reste plus qu'une. Ok. Ouais, donc ne pas se fermer de porte dès le début et explorer tout le champ des possibles. Exactement. Pareil, je donne encore un autre exemple. Il y a des jeunes qui arrivent directement en nous disant ah bah moi, j'ai un profil très scientifique, je suis sûr qu'il n'y a aucun métier dans le côté littéraire, etc., qui fonctionne. Non, on fonctionne pas du tout de cette manière-là. On dit OK, bon, bah, on prend en note que visiblement, tu as un attrait particulier pour les matières scientifiques, mais ne serait-ce que par curiosité, par acquis de conscience, bah, on va quand même te présenter les métiers du droit, les métiers du journalisme, les métiers qui peuvent aussi t'intéresser, mais c'est simplement que tu ne les avais jamais abordés sous cet angle-là. Et donc, voilà, le simple fait de ne serait-ce que se poser la question de ce métier-là, est-ce que j'y ai pensé? Oui, non. Déjà, c'est un grand pas en avant. Ok. Si je peux ajouter un témoignage, du coup, sur les personnes qui se reconvertissent pour devenir développeurs ou développeuses chez ADA, souvent soulignent le fait que leurs études étaient super intéressantes et passionnantes, mais qu'en fait, ils ne se voient pas exercer le métier
vers lequel poussent ces études. Donc, il y a aussi un côté que j'estime très intéressant pour l'orientation, c'est de très bien se renseigner sur le métier, ce qui semble être l'étape un peu plus lointaine parce qu'on se projette au stade des études et pas forcément encore du métier, en demandant des témoignages, concrètement comment ça se passe, c'est quoi une journée type, quelles sont les qualités et les défauts à avoir pour faire ce métier, qu'est-ce que ce métier pousse à devenir encore plus tard. Donc, en fait, avoir un peu une longueur d'avance. Et nous, c'est des choses qu'on évalue lors de l'entrée à l'école quand un candidat postule. Au-delà de est-ce que tu aimes développer, est-ce que tu t'es renseigné sur le métier de développeur ou développeuse, est-ce que tu en as rencontré, est-ce que tu as posé des questions et qu'est-ce qui t'a séduit, qu'est-ce qui t'a moins séduit. Donc un conseil que j'aurais, c'est d'aller pousser à l'étape d'après pour voir si les métiers sont intéressants pour la personne. Alors après, il y a des études qui sont assez vastes, c'est pas toujours facile, mais c'est intéressant d'avoir la vision métier assez vite. Je suis entièrement d'accord avec toi et d'ailleurs, oui, je vous encourage à continuer de fonctionner de cette manière-là parce que justement, il est aussi important de vraiment se projeter dans l'avenir parce que les études, les diplômes, oui, ok, c'est très bien, mais quand on pose la question, et d'ailleurs on peut faire le test, je suis sûr qu'il y a plein d'étudiants qui sont actuellement en études, si on va les voir en leur disant où est-ce que tu vas aller une fois que tu as ton diplôme en main, je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de jeunes qui sachent exactement répondre moi, je veux être avocat, moi, je veux être développeur web, moi, je veux être cuisinier et j'en passe. C'est-à-dire qu'il est aussi très important, avant de se lancer dans un projet d'études, d'avoir aussi une vision bien claire sur le métier qu'on vise, le métier qui sera le but final. Après, je te rejoins sur une chose, c'est qu'il y a des métiers, il y a des études qui sont extrêmement vastes et qui ne permettent pas forcément de mettre le doigt sur un métier en particulier. Je pense notamment aux écoles de commerce ou au droit, qui ouvrent énormément de portes. Et donc, du coup, c'est difficile à 16-17 ans de dire « je sais que je veux faire web marketing, par exemple ». C'est tellement précis que c'est difficile de mettre le doigt là-dessus. Et puis, il y a aussi une autre complexité qu'on rencontre de temps en temps, c'est que le fonctionnement des uns et des autres n'est pas pareil. Parce que, par exemple, il y a certaines personnes qui ont besoin de se fixer un objectif pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de viser un point. Et c'est comme ça que les études, pour eux, vont, entre guillemets, être agréables pour eux. C'est-à-dire que chaque année qui va se passer, ils vont se dire « je me rapproche un petit peu plus de mon but final ». Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont une autre façon de fonctionner, qui est tout aussi valable, qui est de se dire « je ne préfère pas me fixer un objectif, je préfère vraiment avancer step by step ». Et chaque chose en son temps. D'abord la première année, ensuite la deuxième année, ensuite la troisième année, et puis on verra demain. Et donc, du coup, quand on arrive à déceler ce genre de profil-là, de personnes qui ont besoin d'avancer étape par étape, et bien justement, on essaye un petit peu de les stimuler et de, pas forcément les contraindre, mais en tout cas, essayer d'éveiller leur curiosité pour tout de même essayer de se fixer un objectif pour justement éviter ce genre de situation où des gens font des études parfois longues, jusqu'à Bac+5, et qui, une fois arrivés avec leur diplôme en main, se rendent compte qu'aucun métier qui leur sont ouverts ne leur convient réellement. Complètement. Juliette dit dans le chat, l'enquête métier est importante car le vécu du professionnel peut être bien différent de la fiche métier. Donc, il y a aussi ça, le fait de poser ces questions à un humain qui peut aussi traduire le quotidien du métier. Et pareil, ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez Premier Cap. On encourage tous les jeunes qu'on accompagne à faire des enquêtes métiers, à faire des enquêtes étudiantes. Une fois qu'ils ont un projet professionnel en tête, avant de signer définitivement et de graver ça entre guillemets dans le marbre. De toute façon, jamais rien n'est gravé dans le marbre dans ce milieu, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de se lancer, on leur conseille toujours d'aller poser des questions à des étudiants et à des professionnels. Et d'ailleurs, vous remarquerez, mais même les professionnels sont toujours ravis de répondre à des questions de lycéens ou de jeunes étudiants sur leur métier. Et j'encourage tous les professionnels et les étudiants à toujours profiter de ces instants privilégiés avec un jeune et expliquer un métier, parce que parfois aussi on a une vision bien précise, on pense avoir une vision bien précise d'un métier et on se rend compte que parfois on peut être très déçu. À l'inverse, on peut avoir des bonnes surprises, mais ça peut arriver aussi d'avoir des mauvaises surprises. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les stages existent et c'est aussi pour éviter ce genre de situation. Donc voilà, poser des questions, oser poser des questions à des professionnels, ils seront toujours ravis de vous répondre de toute manière et ils le feront de bon cœur et gratuitement, bien entendu. Complètement.
Ensuite, sur les formations, quels conseils vous donneriez pour bien se renseigner sur les formations proposées? Quelles ressources vous recommandez? Si tu le permets, ouais, Baudouin, pour cette question-là, clairement, pour faire le bon choix, on pourra le faire, enfin le bon choix ou le meilleur des choix, on pourra le faire que si on a toutes les informations nécessaires. Donc c'est vrai que c'est pour ça tout à l'heure, je disais qu'il fallait quand même commencer la réflexion le plus tôt possible. Et idéalement, quand je dis, c'est vraiment que la réflexion, hein, mais idéalement dès le collège, pour voilà, commencer au plus tôt à avoir une meilleure connaissance voilà, de ses aspirations, de ses attitudes, de premières expériences qui vont évoluer en plus au fil de la scolarité. Il faut commencer déjà à réfléchir à donc son projet de vie. Est-ce que plus tard je me vois vivre à l'étranger? De là découlera du coup certaines filières. Donc il faut commencer au plus tôt à découvrir ben, voilà, le monde économique, associatif, professionnel, toutes les différentes voies de formation et justement commencer à grappiller un petit peu toutes ces infos. Ça peut se faire ben, de plein de manières différentes hein, parce qu'il va y avoir donc ben, toutes les actions de découverte que tu peux avoir via ben, son collège ou son lycée. Et puis après, voilà, suivre l'actualité, donc se renseigner, aller directement puiser les informations. Ça, c'est la chose qui sera la plus simple. Donc, ça sera bah, via les médias classiques, que ce soit le web, la télé, les journaux, où maintenant, il y a quand même de plus en plus de médias qui sont vraiment tournés vers les jeunes, comme bah, tout ce qu'on peut trouver sur YouTube ou Insta, avec bah, par exemple voilà, Hugo Décrypte, que beaucoup connaissent, qui va donner plein d'infos sur bah, voilà, l'actualité, l'économie. On va avoir aussi Arte Journal Junior qui va également donner plein d'informations économiques et d'actualité et sur les métiers et sur toutes les nouvelles tendances aux jeunes. Je vais vous donner différents liens également. Après, il y a plein d'autres sites, même en anglais, avec BBC News qui, sur YouTube, est également dédié justement à toute l'information bah, pour justement commencer à réfléchir à son projet. Voilà, il faut aller puiser l'information, en tout cas le plus tôt possible, vraiment essayer de se faire un premier vernis pour commencer à bien comprendre un petit peu tous les mécanismes, pour avoir une bonne vision sur bah, c'est quoi, on va dire, le marché du travail, parce que ça reste relativement abstrait. Hein. Tout à l'heure, quand je parlais voilà, de fin de collège ou même encore au lycée, ça reste relativement abstrait tout ça, mais il faut puiser voilà, un maximum d'informations et puis après, voilà, croiser, et on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, partager avec ses parents, avec des amis qui peuvent présenter leur métier, leur parcours, leur entreprise, leur secteur d'activité, etc. C'est vraiment voilà, croiser les informations, échanger aussi avec des étudiants, hein, parce que ça peut être au travers de bah, ses connaissances. Si on n'a pas de network, il y a aussi des plateformes donc, de mise en relation qui peuvent être extrêmement performantes. Là, je vais vous partager justement quelques liens sur, donc en tout cas, le premier sujet, plus sur puiser l'information. Alors, attends, ça peut être... Alors, attends. Moi, je le partagerai plutôt en fin de blog. Je vous partagerai donc des liens pour récupérer de l'info et des liens justement pour faire plateforme d'échange avec des étudiants ou parler directement à des professionnels. Hein, parce que c'est vrai que, comme c'était mentionné tout à l'heure, entre la fiche métier et la personne qui va vous parler réellement de son activité au jour le jour, ben, il peut y avoir en tout cas pas mal de différences. C'est une évidence. Mais voilà, puiser l'information de partout, croiser l'information. Et l'objectif de tout cela, ça sera vraiment voilà, de s'ouvrir des horizons qui seront variés, de susciter son ambition, en tout cas le plus tôt possible. Et j'insiste sur ce mot, hein, il faut être ambitieux en tout cas sur son orientation, il ne faut pas se fermer de porte. Après, bah voilà, à un moment donné, il y a des choses qui pourront pas varier. Et voilà, quand on parle de voilà, certains résultats scolaires ou si on n'est vraiment pas, on va dire, adepte des matières scientifiques, bah voilà, s'orienter vers une carrière scientifique, même si on est hyper intéressé par ça, bah, des fois, ce ne sera pas possible. Même si on adore ça, voilà, on n'a pas les qualités requises. Mais en tout cas, voilà, être ambitieux, ça sera vraiment mon conseil et croiser les informations au maximum. Super, merci Lionel. Et en effet, si tu peux envoyer les références, je pense que ça aidera bien l'audience. Tu voulais ajouter quelque chose, Baudouin? Non, dans l'ensemble, Lionel a été hyper complet. Ok, super. Comment faire aussi pour éviter d'oublier des pistes? Donc, c'est un sujet que tu as abordé, Baudouin, le fait avec Premier Cap, on élargit le champ des possibles au maximum.
quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui s'oriente pour être sûr qu'il ne passe pas à côté de quelque chose? Alors déjà, je vais déculpabiliser et dédramatiser la situation. Vous allez oublier des pistes. Voilà, je le dis d'office, c'est-à-dire que même nous, en tant que professionnels, on oublie des pistes. Les jeunes oublient des pistes. C'est-à-dire que si on devait faire la somme de tous les métiers qui existent dans le monde, en sachant que tous les jours, il y en a qui disparaissent et d'autres qui se créent, vous vous doutez bien qu'il est impossible d'être exhaustif. En revanche, ce qui peut être très intéressant, et ça par contre c'est à la portée de tout le monde, c'est de fonctionner par un système d'entonnoir et commencer par les secteurs d'activité. C'est-à-dire que les secteurs d'activité, bon, en fonction des ressources et en fonction des personnes avec qui vous avez discuté, il y en a qui vont vous dire qu'il y en a seulement une dizaine, d'autres une vingtaine, mais généralement, on va dire que les secteurs d'activité, on les compte entre 10 et 15. Ce qui déjà permet d'avoir une vision assez globale sans oublier aucun métier, aucun secteur au final. Voilà. Si déjà, dès la première, même des fins de collège, mais si dès fin de collège, début lycée, on est capable de dire, voilà, il y a ce secteur d'activité-là qui me plaît bien, tandis que celui-ci, c'est même pas en rêve, moi, le monde de la mode, ça m'intéresse pas du tout, le monde de l'agriculture, ça m'intéresse pas du tout, par contre, l'informatique, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans, bah, déjà, c'est énorme si on arrive à faire ça. Et puis ensuite, plus le temps passe, plus on est capable d'affiner cette réflexion-là et de finir par arriver à un métier ou à une filière d'études. Mais très sincèrement, voilà. Pour répondre à ta question, comment on fait pour ne pas oublier de pistes? Il n'y a pas de solution. Tu vas en oublier des pistes, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au final, on ne peut pas tout savoir sur tout. Et parfois, il y a des pistes aussi qui nous arrivent sous le nez au cours de notre vie professionnelle. Et on se rend compte que, en fait, ce métier-là, je ne le connaissais pas. Bah oui, c'est normal, il n'existait pas il y a encore 2 ans. Donc maintenant, peut-être que ça peut être une option à envisager. Donc voilà, il faut faire avec les moyens du bord qu'on a à l'instant T. Mais voilà, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de plutôt réfléchir en fonction des secteurs d'activité et ensuite faire ce travail d'entonnoir pour arriver à un résultat final, plutôt que d'essayer d'être exhaustif et d'avoir des informations sur tous les métiers du monde, parce que c'est perdre son temps et son énergie pour pas grand-chose. Peut-être que c'est moi, mais je t'entends. Non, j'avais oublié de me mettre. Oui, du coup, merci pour la réponse. Et comment, selon vous, faire correspondre aussi sa personnalité à la bonne formation? Alors, déjà, il y a une première chose que nous, on utilise chez Premier Cap qui est très utile, c'est les tests de personnalité. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la prétention d'être des psychologues de renom, etc., etc. Donc, on utilise des tests qui sont reconnus par la profession des psychologues, et notamment un test qui est très connu dans le monde entier qui s'appelle le RIASEC, qui a été créé par le psychologue américain John Holland, et qui permet en fait déjà à travers 6 petits profils différents, essayer de déterminer un peu quel trait de personnalité nous convient, enfin en tout cas, quel trait de personnalité est dominant parmi ces 6 mini-profils-là. Et à partir de ce genre d'outil-là, le coach professionnel est capable d'en déduire un projet professionnel. Mais j'insiste bien là-dessus, sur le fait que ce n'est qu'un outil. Après tout, il ne faut pas oublier qu'un test de personnalité, c'est qu'un robot. Donc, s'il suffisait simplement de demander à un robot ce qu'on devait faire plus tard, moi déjà, j'aurais plus de boulot et Premier Cap n'existerait pas. Donc, voilà, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Mais voilà, pour commencer, un petit test de personnalité sérieux, bien entendu, qui est quand même reconnu par la profession, pour essayer de faire coïncider sa personnalité à un secteur d'activité, c'est déjà une bonne première étape, je pense. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Lionel. Oui, moi je dirais juste, c'est vrai, voilà, avoir une idée claire en tout cas sur sa personnalité, le fait que voilà, il pourrait ressortir un trait de caractère comme quoi on est plutôt fait pour travailler en extérieur plutôt qu'être dans des bureaux, ou si on parlait de ses envies, voilà, on a plein de hobbies où on aime certains sports
Et donc, du coup, ben voilà, ça devrait matcher. Moi, je voudrais juste dire que voilà, faut quand même sortir des stéréotypes classiques qui disent, ben voilà, j'aime faire telle ou telle chose et donc je dois m'orienter vers cela, car ça sera épanouissant pour moi. Non, il n'y a pas de certitude en tout cas sur ce genre de choses. Oui, avoir des idées claires sur sa personnalité au travers de tests, c'est quelque chose qui est important et qui va contribuer en tout cas à pouvoir mener la réflexion sur la formation et au-delà de la formation, hein, parce que pour moi, les études, c'est vraiment un moyen. Le but, c'est quand même la carrière professionnelle et en tout cas s'épanouir dans un métier concret plus tard. Voilà, ça a un impact, c'est sûr, ses envies aussi, d'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler à l'étranger ou voilà, on est passionné par la finance, enfin des choses comme ça. Ça peut canaliser certaines choses, mais voilà, il faut le prendre, on va dire, un petit peu avec prendre un peu de recul, en tout cas, sur tout ça. Ok. Et ensuite, j'ai une dernière question et ensuite on laissera la parole à l'audience. Comment, du coup, savoir que c'est le bon choix une fois qu'on a choisi son orientation et sa formation? Alors pareil, je vais vous décevoir, mais on ne sait pas. On ne sait pas si on a fait le bon choix. Et au final, je vais répondre par une autre question. Est-ce que ça existe vraiment le bon choix? C'est-à-dire que généralement, on choisit des études et on se lance dans un métier parce que à l'instant T où on parle, on a des envies, on a des ambitions, on a un contexte aussi personnel, parce qu'il faut surtout, on ne l'a pas beaucoup abordé aujourd'hui parce que c'est un sujet très vaste, mais allier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est un équilibre qui est extrêmement fragile. Généralement, quand on va bien dans sa vie perso, on va bien dans sa vie pro, et inversement, si ça ne va pas dans l'un des deux, ben, ça a des répercussions sur l'autre. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on décide de se lancer dans des études, de se lancer dans un projet professionnel, on le fait en fonction de notre personnalité. Sauf que, je vais apprendre ça à personne, plus le temps passe, plus notre vie évolue. On se marie, on a des enfants ou pas, on a un train de vie où on décide de rester vivre en France ou de partir à l'étranger. Bref, on grandit, on évolue. Et naturellement, eh bien, nos envies et notre vie professionnelle évoluent en fonction de ça. Et je pense que les nouvelles générations, et là je parle surtout des générations post-années 80, eh bien on constate que c'est un phénomène qui est extrêmement présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste dans un métier, on reste dans une filière, on reste dans une entreprise rarement de plus de 5 ans. Et ce chiffre-là, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est vraiment des vrais chiffres. Un projet professionnel, généralement, a une durée de vie de 5 ans, pas plus. Alors que si on prend, par exemple, si on fait la comparaison avec la génération en tout cas, moi je parle pour moi, hein, de mes parents et de mes grands-parents, le Saint Graal, c'était d'obtenir un CDI et de rester dans la même entreprise le plus longtemps possible parce que le CDI, c'était un synonyme de sécurité et qu'il fallait aller jusqu'au bout et rester dans ce métier-là, dans cette filière-là. Et donc voilà, c'était ça le bon choix, c'était j'ai fait mon bon choix, j'ai choisi une voie et je m'y tiens parce que c'est ça la sécurité professionnelle aujourd'hui. Donc là, le discours que maintenant j'essaie de véhiculer à travers Premier Cap, c'est de dédramatiser l'orientation scolaire, dédramatiser la reconversion professionnelle. Il n'y a pas de bon choix, on va se tromper, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai créé Premier Cap, je suis parfaitement ouvert à l'idée que demain, je vais partir en Mongolie et élever des papillons. J'exagère beaucoup, mais c'est ça que je veux dire, c'est que il n'y a pas de honte à vouloir changer de vie professionnelle et vouloir se reconvertir, à condition, et c'est là où Premier Cap prend tout son sens, à condition que ça se fasse dans de bonnes conditions. Parce que si c'est fait sur un coup de tête, si c'est fait parce qu'on a eu un drame personnel dans sa vie et qu'on décide de partir vraiment sur un coup de tête et de changer toute sa vie sans vraiment mesurer les conséquences que ça peut avoir, malheureusement, ça, par contre, ça peut être dramatique. Donc, j'essaye de transmettre ce message-là à un maximum de lycéens. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de bon choix. Faites de votre mieux à l'instant T avec les moyens du bord. Essayez de vous lancer dans des études qui vous plaisent. Vous allez travailler pendant quelques années, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'au final, eh bien, vous allez faire un métier qui n'a rien à voir avec vos études. C'est pas grave du tout. Et vous aurez l'occasion de retomber sur vos pattes à un moment ou un autre. Le but du jeu, c'est d'être heureux et être épanoui dans sa vie étudiante et dans sa vie professionnelle le plus longtemps possible. Et si ça doit passer par une réorientation d'études, eh bien,
ce serait une réunion, ce sera le cas et c'est pas bien grave. Très sincèrement, voilà, j'essaie de transmettre cette positive attitude et cette zen attitude de se dire l'orientation scolaire, c'est un sujet très sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais qu'il faut aussi désacraliser et dédramatiser. On ne joue pas sa vie professionnelle en terminale, et si c'était le cas, ça se serait depuis longtemps. Super, merci. Bon mot de la fin. Et à Datex School, on est aussi le témoignage, puisqu'on a, je dirais, ouais, c'est 2 tiers de nos profils qui sont soit en réorientation dans les études, soit en reconversion. Et d'ailleurs, les profils reconvertis sont des profils très valorisés sur le marché du travail, puisqu'ils ont une double expérience, donc qui peut aussi être très intéressant d'un point de vue employeur. Du coup, merci beaucoup, Baudouin et Lionel. Ça va être le moment des questions. Je vois que Juliette ouvre le bal. Premier cap est-il ouvert à tous les publics, jeunes en situation scolaire et pro en reconversion? Alors, à tous les publics, alors, donc, Premier Cap est ouvert à tous les jeunes de 15 à 25 ans. Alors après, ce n'est pas une limite d'âge qui est très stricte, hein, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des jeunes de 14, comme on peut accueillir des jeunes adultes aussi de 26, 27. Encore une fois, tout dépend du projet professionnel qui se cache derrière la demande. Mais généralement, dès lors qu'on a commencé à travailler, qu'on a une expérience professionnelle, on a plutôt tendance à router les jeunes actifs vers le bilan de compétences. Et justement, Premier Cap est une filiale d'une autre entreprise qui d'ailleurs a été créée par mon frère, si vous voulez tout savoir, qui s'appelle Mempacap. Et Mempacap propose des bilans de compétences en visioconférence 100% en ligne. Et donc voilà, Mempacap s'adresse plutôt à une population plus vieille que celle de Premier Cap, c'est-à-dire les plus de 25 ans. Et donc généralement plutôt à des gens qui ont 4-5 ans de vie professionnelle. Et là, le bilan d'orientation scolaire que propose Premier Cap n'a plus tellement de sens lorsqu'on a commencé à travailler, en tout cas. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose aussi, Lionel. Non, non, je suis parfaitement en ligne avec ce que tu viens de dire. Ça marche. Donc voilà, Juliette, pour ta question. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai eu une en direct de Émilie Dieda qui me disait « Bonjour, je suis en première ST2S. Je suis arrivée au lycée avec un projet professionnel. Or, à l'heure actuelle, je suis totalement perdue sur mon orientation. Avez-vous des conseils à me donner afin de trouver ma voie ?» Eh bien oui, alors ça va paraître un peu bateau, mais oui, le conseil que j'ai à donner, c'est de faire ce fameux travail d'introspection via un bilan d'orientation scolaire. C'est-à-dire que déjà, un jeune qui est en ST2S, ça veut dire qu'il a choisi un bac technologique. Ce qui veut déjà dire qu'on s'est fermé beaucoup de portes, malheureusement. Parce qu'un bac technologique, c'est très intéressant lorsqu'on a déjà un projet professionnel bien précis et qu'on vise un métier ou des études bien précises. Et donc, du coup, on décide de choisir un bac spécifique et non généraliste, donc, pour pouvoir atteindre cet objectif le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc déjà, si finalement on doute de son projet professionnel ou de son projet d'études et qu'on est dans un bac technologique, peut-être qu'il serait intéressant de se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire machine arrière et revenir vers un bac général pour se réouvrir les portes qu'on s'est fermées? Ça, c'est une première chose. Et en plus, après, peut-être qu'il n'est pas forcément nécessaire non plus d'aller jusqu'à une réorientation de bac. Et peut-être que via un bilan d'orientation scolaire, on peut finalement se rendre compte qu'en fait, oui, il y a bien un métier que l'on vise qui peut nous intéresser ou des études qui peuvent nous intéresser et qui sont parfaitement atteignables via un bac technologique. Et à ce moment-là, ça prend tout son sens et il n'y aura pas besoin de se réorienter. Mais oui, voilà, le conseil que j'ai à donner, c'est de se poser les bonnes questions et éventuellement de se tourner vers un professionnel de l'orientation pour essayer de prendre le temps de construire un projet professionnel stable. Et si je ne dis pas de bêtises, elle était en première, c'est ça, Claire? Je reprends. Première, j'ai cru comprendre en première. Ouais, je crois que c'était premier. Bon. Ah, voilà. En première, en plus de ça, on a le temps encore devant nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence, on n'est pas pressé par Parcoursup, donc c'est l'occasion aussi de faire ce travail-là en se disant, bon, j'ai encore 1 an et demi, 2 ans devant moi avant de faire un choix. Et donc, généralement, la première, c'est vraiment le moment idéal pour se poser ce genre de questions parce qu'on n'est pas pressé par Parcoursup. Et d'un autre côté, on se dit aussi que voilà, l'échéance approche. Alors, Émilie me répond merci en perso.
Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup dans l'audience sur l'orientation, sur aussi un cas plus personnel que vous voudriez partager? N'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, merci beaucoup Lionel aussi pour tes liens. C'est très... Avec plaisir. Je me les suis notés aussi. En attendant que la prochaine question arrive, je voudrais rajouter juste un point, en tout cas. Dès le moment qu'on a commencé en tout cas, à réfléchir et à avoir déjà certaines pistes, voilà, un peu claires. Quand je dis des pistes, voilà, c'est voilà, une formation relativement spécifique, ou en tout cas une ou deux, voire trois formations avec des métiers derrière qui peuvent être vraiment attractifs. Ça va avoir un impact qui va être hyper bénéfique, en tout cas sur sa scolarité, parce qu'on va donner du sens justement à sa scolarité. Et c'est vraiment les cas que l'on voit régulièrement pour tous les enfants, les ados qui sont en décrochage scolaire ou parfois en échec scolaire. Il peut y avoir une vraie valeur ajoutée, en tout cas pour eux, de pouvoir mener en tout cas cette réflexion, de commencer à se dire, voilà, j'ai un objectif. Tout à l'heure, Baudouin en parlait, de ces personnes qui sont très sensibles sur avoir un objectif et essayer de l'atteindre. Et justement, voilà, donner du sens à ces études, parce que c'est vrai que pour certains, les études, ça peut être quelque chose de barbant ou pas trouver vraiment d'intérêt, parce qu'on n'arrive pas vraiment à matcher entre ce qu'on est en train d'apprendre et ce qui se passera après, plus tard, pour soi, dans des conditions réelles, professionnelles. Mais dès le moment que l'on aura commencé à créer ce lien, à identifier des choses de manière précise, parce qu'on a fait justement ce travail de recherche d'infos, etc., on peut vraiment avoir en tout cas une scolarité qui se passe beaucoup mieux, et que ce soit fin de collège, lycée, mais également, bien évidemment, si on est dans la bonne filière d'études supérieures, sa scolarité se passera aussi extrêmement bien. Et on ne se retrouvera pas justement avec des résultats moyens parce que on a un peu des doutes ou on s'est routé sur une voie entre guillemets de garage parce que ce n'est pas du tout ce qui nous convient. Voilà. Oui, donc vraiment cette notion impact sur la scolarité du fait de cette réflexion sur son orientation professionnelle. Ok. Écoute, je pense que ça va être le mot de la fin. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, Émilie nous remercie aussi pour tous nos conseils et nous souhaite une bonne soirée. Moi, je vous mets dans le chat une référence en plus pour se lancer dans le code si jamais vous avez envie justement de tester si ça vous plaît ou non, parce que c'est des notions qui, selon les filières, ne sont pas forcément tout le temps abordées ou creusées. Donc, n'hésitez pas, c'est un petit kit pour se lancer dans le code. Et Baudouin veut ajouter quelque chose. Ouais, je vais ajouter juste une dernière chose, c'est histoire de faire un petit lien supplémentaire entre Adatex School et Premier Cap, c'est que justement, dans notre travail d'accompagnement, de coaching, d'orientation scolaire, on met aussi beaucoup l'accent forcément sur des métiers où on sait qu'il y aura des débouchés. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour envoyer des jeunes dans le mur. On n'est pas en train de dire à tout le monde, allez-y, vous pouvez tous être astronautes. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. En revanche, il faut savoir que tous les ans, par exemple, le gouvernement publie une liste, ce qu'on appelle la liste des métiers pénuriques, et qui sont les métiers où, en fait, en France, sur le sol français, il y a plus d'offres d'emploi que de demandes. Et notamment le développement web, et ça je pense que je ne vous l'apprends pas, mais peut-être que je l'apprends à notre audience, c'est un métier qui est en tension tout le temps, c'est-à-dire que toutes les entreprises recherchent des personnes pour faire du développement web et entre guillemets la France n'en forme pas suffisamment en quantité pour pouvoir assouvir ce besoin. Et donc voilà, généralement on met pas mal l'accent sur ce type de métier-là. Bon, là, je cite le développement web, il en existe bien d'autres, mais voilà, généralement, on essaye aussi de faire découvrir aux jeunes des métiers dans lesquels on sait qu'ils auront quand même de l'emploi à la sortie de leurs études. Et ça, c'est aussi très important pour nous. Et c'est vrai que le développement web, c'est un métier qui revient quand même très souvent et qui est vraiment dans la top des tendances sur le marché de l'emploi. Voilà. Pour ce mot de la fin. Super. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, posé vos questions. Du coup, on vous enverra la vidéo et on vous remettra aussi les références de Lionel. Merci beaucoup à Lionel et Baudouin. C'était un plaisir d'animer ça avec vous. Merci. Et puis, bonne soirée. Plaisir partagé. À Merci à tous.
Bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Au Au revoir. Bonne soirée, Claire. Au revoir.